Alors, chers collègues, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue au cours d'aujourd'hui, qui est consacré à l'approche genre. Pourquoi nous avons décidé de consacrer ce webinaire à cette thématique? Alors, nous disposons aujourd'hui de plus en plus de chiffres sur la violence à l'encontre des enfants, qui nous montrent, entre autres, que les filles et les garçons sont affectés par ce fléau. Que ce soit dans la famille, dans les institutions, entre les pairs, online ou dans la rue. Néanmoins, nous voyons aussi que les filles et les garçons ne sont pas confrontés de manière égale au même type de violence. Ainsi, selon l'Organisation mondiale de la santé, les filles sont particulièrement exposées aux violences sexuelles. Par exemple, la prévalence au cours de la vie de sévices sexuels subis pendant l'enfance est de 18% pour les filles contre 8% pour les garçons. Tandis que les auteurs de violences sexuelles envers les filles sont majoritairement les hommes. Les filles courent également plus de risques d'être victimes de violences de la part du partenaire intime, de viols par des personnes connues ou inconnues, de mariages forcés, de mariage d'enfants, de traite, de travail des enfants ou de mutilation génitale. Les garçons, quant à eux, courent plus de risques d'être victimes et auteurs d'homicides. L'homicide est l'une des 5 principales causes de décès chez les adolescents et les garçons représentent 80% des victimes et des auteurs. Les garçons ont également plus de chances d'être les victimes et les auteurs de bagarres et d'agressions. Alors d'où viennent ces différences significatives? Y a-t-il des normes de valeurs au niveau sociétal qui prédéterminent ces violences? Comment faire évoluer ces normes et ces comportements afin de prévenir les violences à l'encontre des enfants? C'est alors pour réfléchir ensemble à ces questions que nous avons invité Madame Irene Gallego Alban. Irene est diplômée en psychologie de l'Université de Madrid. Elle est spécialiste en psychologie médico-légale et pénitentiaire, experte en médiation familiale, spécialiste en thérapie de couple et de sexualité et titulaire d'un master en recherche appliquée au féminisme, à la citoyenneté et aux études de genre. Elle est également coordinatrice et psychologue du projet Conviviendo de la Fondation Amigo, avec une expertise antérieure à l'Agence pour la rééducation et la réinsertion des enfants en conflit avec la loi. Alors, merci beaucoup Irénée d'avoir accepté de partager avec nous vos connaissances et votre expérience sur cette question. Je rappelle aux participants que nous allons avoir un moment dédié aux questions et réponses après la présentation. Et Irénée, la parole est à vous. Bueno, hola, buenas tardes a Alors, todos y a todas. bon après-midi à tout le monde. Merci, Diana. Alors, nous allons parler de l'approche de genre avec ces jeunes et les adolescents. Et je vais diviser ma présentation en 5 parties. Dans chaque partie, nous allons voir une vidéo. À 4 heures, nous ferons une pause pour mieux assimiler tous ces renseignements. Et puis, par la suite, nous donnerons, nous consacrerons un espace pour les questions et les réponses. Camille va partager l'écran. Je ne vais pas consacrer trop de temps à la partie théorique, puisque je suis sûre que vous la connaissez bien, mais dans chaque partie de ma présentation, euh, je vais dire quelques mots sur les aspects techniques et sur les instruments dont on peut disposer aujourd'hui. Alors, l'approche de genre, vous voyez qu'on en parle toujours avec, c'est un thème qui donne lieu à des controverses et on parle toujours justement de la recherche de l'égalité. Alors, nous allons parler des règlements et des lois qui parlent justement de ce sujet. En, en 1975, passons à la 4e diapo. Alors, en 1975, c'est l'année internationale de la femme et 4 ans plus tard, en 1979, les Nations unies ont défini la déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes et pour voir si
pays, disons, avancent sur ce sujet. Il y a eu des conférences mondiales au Mexique, la première conférence mondiale en 1975, où sont jetées les bases, qui seront révisées 5 ans plus tard à Copenhague. Puis il y a la conférence mondiale de Nairobi, la naissance du féminisme à l'échelle mondiale, puisque lors de cette conférence, on établit qu'il faut lutter, même si le mot lutte a une connotation, disons, un peu guerrière. Mais il s'agit, disons, de faire une différence entre la lutte et l'activisme justement pour atteindre l'égalité, pour faire disparaître toutes les formes de discrimination contre la femme. Enfin, la quatrième, c'est la conférence de Pékin, qui est la conférence qui aboutit à l'élaboration d'une déclaration globale. Cette déclaration se centre sur la vulnérabilité de l'enfant, de la femme, de la fille. Et il y a des contrôles périodiques pour voir si les pays avancent sur ce plan. Puis, le développement durable, la conférence sur le développement durable, puis le manuel INSPAR, les objectifs du développement durable, puis le manuel INSPAR qui donne des lignes directrices pour justement atteindre l'égalité de genre. Dans la diapo suivante, nous avons plusieurs données. Diana vous en a déjà parlé, 150 millions de filles et 73 millions de garçons ont subi la violence sexuelle, 3 millions de femmes sont soumises à la mutilation génitale féminine chaque année, 200 millions vivent actuellement. L'homicide qui concerne surtout les adolescents. Il est vrai que les garçons sont plus victimes, sont dans un pourcentage majeur, sont les victimes d'homicides. Ce sont les hommes aussi qui sont les auteurs de ces homicides. Mais dans la victime, 35% des femmes dans le monde ont subi violences sexuelles et 15 millions de filles et adolescents de 15 à 19 ans ont été soumises à des relations obligées. Alors voilà, ce qui nous montre que la violence contre les filles et les garçons, contre les enfants existe et que la violence contre les femmes est une plaie mondiale. Comme nous pouvons voir dans la diapo suivante, nous avons quelques renseignements donnés par ces outils. Tout cela semble très facile à dire, mais très difficile à réaliser, surtout lorsque l'on parle de genre. Et pour cela, nous avons été élevés dans une société patriarcale et il y a des communautés très petites, mais c'est un phénomène universel et structurel, et ce qui a été dit aussi dans la déclaration de Pékin. Donc, cette incorporation de cet objectif demande un travail structurel au niveau de notre culture. Il faut éradiquer tous les genres de discrimination liés au genre. Et d'habitude, il y a notre culture dit que l'homme est supérieur, plus fort, que la femme est plus sensible. Enfin, il y a des stéréotypes qui n'ont pas de base objective, mais qui ont une base, disons, culturelle. Il y a plusieurs siècles, on a assumé la différence objective qu'il y a entre l'homme et la femme. Les hommes développent davantage leurs muscles et les enfants ont la capacité biologique d'avoir des enfants. Et donc, cette différence, qui est une différence purement biologique, est à la base de cette différence culturelle.
que les femmes sont plus sensibles, plus émotionnelles, plus attentionnées, tandis que les hommes sont plus forts, plus euh, et moins sensibles, etc. Donc, il faut éradiquer ce genre d'idées. Lorsqu'une fille arrive chez moi et me dit, je vais faire des études de mécanique, eh bien, je suis encore surprise. Eh bien, il faut essayer d'éliminer cette surprise, de combler cette lacune et encourager les filles à étudier ce qu'elles désirent et les garçons de même. Donc, il ne faut pas faire cette distinction qui est surtout une base culturelle. Donc, il faut quand même comprendre les différences pour faire des interventions plus ciblées. Au début, nous disions qu'il fallait introduire cette approche de genre dans tous les plans de formation. Il faut parler de l'éducation sexuelle avec les adolescents et les jeunes, surtout avec les nouvelles générations qui ont un accès plutôt qui ont facilité à la pornographie. Et en général aussi, l'attitude des hommes est toujours très violente envers les femmes. Donc, il faut parler de ce genre d'approche. Il faut parler de la sexualité. Il faut rendre les femmes plus visibles. Et je vous donne ces exemples. La dernière, par exemple, on parlait que deux femmes se promènent toutes seules dans l'espace. Alors, il faut le fait qu'on souligne le fait qu'elles sont seules, même si elles sont 10, s'il n'y a pas d'homme, un homme entre elles, les femmes sont considérées comme étant seules. Alors, rendre plus visibles les femmes. Une femme doit être extraordinaire pour être connue. Tout le monde connaît Marie Curie, mais c'est une personne unique au monde parce qu'elle a eu 2 prix Nobel pour deux catégories différentes. Les femmes que nous avons dans notre imagination collective et qui ont fait quelque chose d'important sont des femmes extraordinaires. Donc, nous avons un défi, c'est-à-dire qu'il faut rendre toutes les femmes plus visibles. Et enfin, utiliser un langage inclusif. Les anglophones n'ont pas beaucoup de problèmes à cet égard parce qu'ils utilisent le genre neutre, mais en espagnol, nous avons plus tendance à parler au masculin. Comme nous allons voir dans les autres diapos, cela fait en sorte que dans l'imagination collective, on parle plutôt aux hommes plutôt qu'aux femmes. Les filles et les femmes sont les principales victimes des violences, ainsi que les garçons sont la plupart sont les agresseurs. Ces données sont dues aux relations de pouvoir entre les sexes. Alors, il y a plusieurs théories qui expliquent le fait que les hommes soient plus agressifs, mais ces théories n'ont pas été prouvées. Et il est vrai qu'on n'a pas étudié non plus la criminalité féminine. Bien, ces données peuvent être interprétées de différentes façons. 90% des homicides sont des hommes. Et si nous parlont d'agression sexuelle, ce pourcentage augmente encore. Donc, le pourcentage de femmes qui ont commis des meurtres sont inférieurs parce qu'au fait, la criminalité féminine n'a pas été étudiée. Il est probable, même la consommation de drogue a monté chez les femmes et
augmenté chez les femmes, mais on suppose que la consommation d'alcool et de drogue augmente la violence, et puisque ce sont les hommes qui consomment davantage ce genre de produits, bien, c'est ce qui expliquerait le fait que que le pourcentage des hommes est supérieur, des hommes qui commettent des meurtres aussi. Alors voilà l'analyse des données. Plusieurs études démontrent que l'utilisation du masculin générique fait en sorte que dans l'imagination collective, on n'imagine que des hommes. Dans une recherche, lorsque, selon une recherche, que además se debe a la, 190 personnes, seulement le 10% nommaient des femmes. Une autre recherche, là je vais rapidement, parce que les anglophones n'ont pas ce genre de problème, mais dans une recherche s'adressant à des élèves de l'école secondaire, pour les professions, disons, plus masculines, on indique 8% de filles. Et lorsque le concept est féminisé, comme les infirmières, les psychologues, eh bien, il y a un pourcentage, seulement 30% destiné des femmes. Lorsqu'on met un mot neutre comme, disons, les élèves, alors le pourcentage arrive à 40%. Donc, le langage influe sur notre conception. Lorsqu'on parle des enfants au masculin ou au féminin, donc il faut faire, le langage a une influence très grande. Alors là, quels sont les concepts clés? Là, nous pouvons voir la différence entre les sexes. Bon, ça, c'est un concept général, on pourrait l'approfondir. Simone de Beauvoir. Alors, Simone de Beauvoir, une philosophe qui a, disons, qui s'est intéressée à ce thème. Alors, les différences sont les différences physiologiques, la physiologie, l'anatomie. Eh bien, bien sûr, lorsque nous le regardons, nous savons distinguer si c'est un homme ou si c'est une femme. Et le genre. En género, en espagnol, est une mauvaise traduction de gender, mais c'est la caractéristique qui fait la différence entre un homme, entre un homme et une femme, d'après les caractéristiques qui lui sont attribuées par les différentes cultures. Donc, le sexe, il y a le sexe biologique, le sexe est biologique et le genre est culturel. Alors, le rôle du genre, c'est-à-dire que chaque personne s'identifie à un rôle que nous a donné la société patriarcale, où l'homme se trouve dans une situation de pouvoir par rapport à la femme, comme je disais tout à l'heure. Presque toutes les sociétés sont des sociétés patriarcales, à quelques exceptions près. Puis les stéréotypes de genre, des idées qui sont enracinées, mais qui ne se basent sur rien de concret. L'homme conduit mieux que la femme ou la femme n'est pas capable de conduire. Voilà, c'est une genre d'idée, d'un concept qui n'a pas de base scientifique. Puis le sexe chromosomique qui dépend des chromosomes. L'homme X, Y, la femme. L'identité sexuelle, c'est le sexe que nous nous attribuons, et l'orientation sexuelle et l'attraction pour un sexe ou l'autre ou pour aucun sexe. Et puis, la puberté, qui est un peu avant l'identité sexuelle. Puis nous en arrivons à cette diapo, une diapo clé. Qu'est-ce que la perspective de genre? La perspective de genre, c'est accepter le fait que les femmes sont victimes de discrimination par rapport aux hommes. C'est l'intersectionnalité, c'est-à-dire les femmes avec certains handicaps ou les femmes appartenant à certaines ethnies sont encore plus discriminées.
Et en acceptant cette différence, eh bien, nous devons, c'est en fonction de cet aspect que nous devons intervenir. La perspective de genre, est liée à la connaissance. Il faut fuir le négationnisme. Les femmes vont bien, nous avons l'égalité a été atteinte, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel. Chacun d'entre nous a encore du travail à faire. Nous ne pouvons pas faire de loi, mais je peux intervenir à travers mon comportement. Je ne peux pas donc permettre qu'une femme soit mal payée par rapport à un homme. Nous, nous pouvons intervenir, nous pouvons empêcher qu'un mari batte sa femme, par exemple. Enfin, nous devons agir lorsque nous pouvons. Dans les écoles, les enfants jouent au football, par exemple. Mais qui joue au football d'habitude? Eh bien, les garçons. Eh bien, peut-être on pourrait mettre un, un cours de volley. Enfin, alors voilà, ce sont de petites discriminations que l'on voit à tous les niveaux. Et on pourrait prévoir des interventions individuelles ou collectives pour essayer de contrecarrer ce phénomène. Le dernier, disons, concept dont je vais vous parler, c'est l'égalité formelle. Il est vrai, presque tous les pays sont en train d'avancer en ce qui concerne l'égalité formelle, avec les règlements, les règles, les documentations. Puis, l'égalité des chances, là, la situation n'est pas aussi bonne que ça. Et cette égalité n'est pas toujours respectée. Et en ce qui concerne l'égalité réelle, la situation, disons qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, cette l'égalité réelle, l'égalité de traitement, eh bien, il y a encore beaucoup à faire. Et l'équité, c'est-à-dire l'égalité en tenant compte de des différences. Par exemple, dans les congés de paternité, il faut tenir compte du fait que c'est la femme qui a une grossesse, c'est celle qui porte l'enfant pendant 9 mois. Et donc, les congés, il faudrait qu'on gère et il faut de l'équité dans ce genre de congé de paternité. Enfin, il faut encore travailler sur ce plan. Alors voilà disons, les concepts un peu généraux. Puis si vous avez des doutes, nous allons passer au point suivant, la socialisation de genre et les pratiques discriminatoires. Cette socialisation, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est l'une des explications pour expliquer le fait que les garçons sont plus agressifs que les femmes. Alors, avant de parler de cette socialisation de genre, je vais vous montrer une vidéo qui pourra nous permettre d'y réfléchir. A través de un famoso experimento se muestra cómo. À travers une expérience, on peut démontrer comment. Nous prenons un bébé, nous l'habillons en rose et nous allons demander à des adultes qui ne savent pas que c'est un garçon, nous allons demander à un adulte de lui parler. Cet adulte ne sait pas que le bébé est un garçon. Il est habillé en rose. Oh, que tu es mignonne. Oh, tu seras mignonne quand tu seras grande. Oh, j'aime bien. Tu es vêtue de rose. Tu es belle. Después cogemos al mismo bebé. Puis, nous prenons le même bébé
la sustituimos por una nous l'habillons en bleu. Must be a boy. You're wearing blue. You're a little boy, I think. Je crois que tu es un garçon. Oh, mais comme tu es fort. Oh, tu es grand. Oh, tu seras un guerrier. Oh, comme tu es fort. Oh, quand tu seras grand, tu seras policier. Be a beautician or maybe even an actress because you're very, very beautiful. I think you're going to be a big football player. Tu seras une actrice quand c'est une fille. Tu seras un footballeur quand c'est un garçon. Donc, ce ne sont pas seulement le langage qui va avoir une répercussion sur l'enfant, mais aussi la façon dont on le traite le bébé. Et donc, Lovely boy, aren't you? There's a good girl. Strong boy, aren't you? Now, I'm going to put you down there. El resultado. Tan le pronto résultat, à peine les enfants peuvent parler, ils savent déjà quel sexe ils appartiennent. Bueno, pues justo lo que se Bien. ve en este vídeo Ce que l'on voit dans cette vidéo, c'est la socialisation de genre. Depuis que nous naissons, nous sommes traités de façon différente si nous sommes un garçon ou une fille, si nous sommes habillés en rose ou en bleu. Donc, cette différence de traitement fera en sorte que nous allons nous transformer en personnes différentes. Et puis, chaque personne aura ses caractéristiques individuelles. Je peux ressembler davantage à un homme en raison de mon individualité personnelle, par exemple. Mais ce que nous avons vu dans cette vidéo, c'est que nous voyons une différence de traitement. Disons, lorsqu'ils pensent que c'est une fille, on leur parle avec plus de tendresse, les mouvements sont plus lents. Donc, les phrases et les métiers qu'on leur attribue sont stéréotypés. Et si vous remarquez, lorsqu'ils parlent avec la fille, on parle de sa beauté. Lorsqu'ils parlent au garçon, on parle de son corps, de sa force. Et ça arrive depuis notre naissance. Et c'est ce qui explique que les stéréotypes de genre sont si forts, puisqu'ils sont inculqués depuis l'enfance. Alors, quelle peut être la socialisation? Alors, il ne faut plus éduquer les femmes avec le rose et les enfants avec le garçon, c'est comme cette métaphore, et qu'il faut passer à une éducation avec la même éducation indépendamment du sexe. Est-ce qu'on fait mieux socialiser les filles que les garçons parce que les garçons ont un pouvoir, ont une ambition? Non, parce que les filles arrivent mieux à gérer leurs émotions. Donc, on pourrait arriver à un traitement égalitaire en respectant les caractéristiques individuelles de chacun. La ponencia de hoy sobre todo es para la reflexión, o sea, quiero más. Aujourd'hui, je veux que l'on réfléchisse, disons, sur la base des données. Mais je pose toujours une question. L'année prochaine, à Noël, est-ce que vous offrirez un ballon à une fille et à un garçon une Barbie? Là, c'est un peu plus compliqué. Le ballon à une fille, d'accord, mais offrir une poupée Barbie à un petit garçon, ça, je vois un peu plus difficile, à moins que ce garçon ne l'ait demandé. Alors, c'est pour vous dire que la femme est entrée davantage dans le monde masculin, alors que l'homme n'est pas entré dans le monde féminin.
parce que dans ce cas, il serait traité comme une petite fille, on dirait qu'il est efféminé ou qu'il est asexué. Parce qu'on a l'impression que c'est pire un garçon qui entre dans le monde de filles plutôt qu'une fille qui entre dans le monde d'un garçon. Alors, on dit non, chez moi, on élève les enfants de façon égalitaire parce que c'est mon fils, c'est celui qui met la table et ma fille, c'est celle qui s'occupe des prises électriques. Alors là, c'est une mentalité qui va vers l'égalité, mais on continue quand même à traiter les filles et les garçons de façon différente. Alors voilà, c'est un thème de réflexion. Alors la discrimination, la différence de salaire, au niveau mondial, une différence de salaire. En Espagne, cette différence est de 16%. Et par rapport à l'Europe, nous sommes, disons, au milieu, à la moitié de la liste. La ségrégation horizontale, c'est-à-dire l'occupation massive de femmes dans le secteur des services, et c'est celles qui ont des situations de travail plus compliquées. Et la ségrégation verticale, c'est-à-dire le plafond de cristal que nous pouvons voir dans la diapo suivante, c'est-à-dire qu'il y a un plafond invisible qui empêche les femmes d'atteindre des postes de responsabilité tels que la prise de décision. Donc, il y a beaucoup moins de femmes qui ont eu la possibilité d'avoir accès à ces postes de décision. Et ce phénomène a commencé à être étudié à partir des années 80. Puis, on considère que dans un travail, disons, de base, que dans un travail, disons, qui a besoin de qualification, et on peut obtenir des encouragements, des facilitations pour éliminer la discrimination, tandis que dans les travaux de base, il est plus difficile d'obtenir d'éliminer cette différence de salaire. Dans le dernier diapo, et enfin, la ségrégation verticale, le plafond de cristal, la ségrégation horizontale. La différence des salaires, concentration de femmes dans le poste à faible qualification, et puis la double journée de travail, c'est-à-dire que les femmes, comme je vous disais tout à l'heure, sont entrées dans le monde public mais les hommes ne sont pas, disons, intégrés dans le monde privé. Donc, toutes les tâches familiales et ménagères reviennent aux femmes. Il y a très peu d'hommes qui font la même chose que les femmes à la maison. Mais disons que la majorité des congés et de réduction de journée, ce sont toujours les femmes qui les prennent. Donc, cette double journée de travail, c'est le poids que suppose le fait de travailler et de travailler à la maison. Donc, les femmes n'ont pas beaucoup de temps pour elles-mêmes. Et donc, nous en venons au concept de base et nous arrivons à ce qui, à mon avis, est le plus important, c'est-à-dire devenir des agents du changement. Alors, comme je vous disais, chacune d'entre nous ou chacun d'entre nous, nous pouvons être des agents du changement et nous pouvons travailler pour cela. Nous devons sortir du machisme dans lequel nous sommes été élevés. Dans certaines sociétés, ce phénomène est plus marqué que d'autres, mais nous avons été élevés dans une culture patriarcale. Et donc, il faut sortir de cette approche. Alors, puis, les données il faudrait faire des statistiques. Les statistiques, il faut, disons, les dégrouper, les faire en fonction du sexe, de façon à rendre plus visible la situation de la femme. Et là, je vous donne des exemples. Les hommes allaient à la chasse et les femmes récoltaient. Là, mais il faut
ça surtout avant le néolithique. Mais indépendamment de cela, la récolte est considérée comme quelque chose d'inférieur par rapport à la chasse. Bon, oui, nous acceptons ça parce que les hommes sont plus forts, sont plus musclés. Et même si dans le paléolithique, les hommes étaient petits, mais bon, ils étaient plus forts. Donc, c'est peut-être la différence biologique qui pourrait expliquer. Mais enfin, les peintures rupestres aussi étaient faites et réalisées par les hommes. Les hommes fabriquaient les lances. Le feu a été inventé par l'homme. La roue a été inventée par un homme. Tous les dessins dans les livres, dans les musées représentent l'homme. Donc, c'est pourquoi lorsqu'il faut, quand on mentionne des sources, il faut et l'inclusion des images, etc. Il faut d'abord se documenter pour essayer d'éviter ce genre de stéréotypes. Un homme qui chasse et une femme qui récolte. Et il faut rendre les femmes plus visibles lorsque nous étudions, par exemple, la science. Il faut étudier Pierre Curie et Marie Curie. Ou non. Donc, lors des mentions des sources, l'inclusion d'images, ou l'établissement de biographie, il faut encourager l'utilisation égale de sources, images et documents dans lesquels les hommes et les femmes n'apparaissent pas stéréotypés. Alors, comment peut-on travailler avec des aspects concrets? Le mainstreaming, c'est-à-dire l'approche transversale de la dimension de genre. Il y a des études pour évaluer la situation. Il faut tenir compte de l'égalité de genre comme centre de la prise de décision. Et pas seulement l'égalité de genre, disons, tous les genres d'égalité. Et prendre en compte le caractère systématisé de la nature systémique de l'inégalité. Donc, lorsque nous prenons une décision, il faut se rappeler qu'il y a toujours des inégalités. Alors, un autre aspect pour cette perspective de genre, eh bien, ce sont les actions positives. C'est un moyen qui c'est l'un des outils qui est les plus critiqués dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que on dit, si tu veux l'égalité, c'est une discrimination. Pourquoi? Parce que ce sont des mesures en faveur des femmes qui sont prises pour corriger des situations d'inégalité. Alors, nous passons à la diapo suivante. L'objectif est surmonter l'obstacle, c'est l'égalité des chances et transformer peu à peu les relations de hiérarchie. Le dernier objectif de toutes les mesures, de toutes les politiques, de tous les plans, c'est augmenter l'égalité réelle en éliminant tous les discriminations et les stéréotypes. Alors, les caractéristiques, lorsqu'on obtient l'égalité, on élimine ce genre de concept. Alors, voilà. On fait un diagnostic. S'il y a une discrimination à un niveau, bien on attaque à ce niveau-là. Donc, lorsque la situation change, on change donc l'action positive. Pourquoi il y a un certain malaise? Parce qu'il y a une résistance à la perte de pouvoir, il y a une résistance au développement. Pourquoi? Parce que les actions positives n'ont pas été créées pour le genre, pour la femme. Elles sont créées pour l'ensemble des groupes qui sont discriminés. Par exemple, dans les concours, on réserve des places pour les personnes en situation de handicap. Et aux États-Unis, dans les années 70, ce genre
d'activités a été déjà entreprise pour justement éradiquer les inégalités. Voilà les stratégies. Alors, pour faire des cours s'adressant aux filles, des cours de physique quantique pour les filles. Et peut-être que personne ne va s'inscrire. L'inscription est volontaire. La formation sur les questions de genre qui sont comprises dans tous les plans stratégiques, bien sûr, cela ne garantit pas les résultats parce que les inscriptions sont facultatives. Mais d'autres actions, au contraire, assurent le résultat. Si, par exemple, dans un poste de responsabilité, il y a plus d'hommes que de femmes, il faudra promouvoir, disons, l'accès aux femmes, au sexe le moins représenté. Dans ce cas, les femmes. Dans les processus de sélection, eh bien, il faut, disons, favoriser l'accès de la personne du sexe qui est le moins représenté. Et enfin, avant de passer à la vidéo suivante, je vous montre les 3 diapos pour vous illustrer 3 concepts clés. La co-responsabilité, c'est-à-dire la division réelle. Là, vous voyez le ménage. Dans la salle, il y a sûrement des hommes qui travaillent comme la femme à la maison. Mais ce sont surtout les femmes qui participent aux réunions de l'école ou qui vont à l'hôpital ou qui appellent le médecin, etc. Ce sont les femmes qui s'occupent des vaccins des enfants, c'est-à-dire ce sont toutes des activités dont s'occupent davantage les femmes. Alors, la co-responsabilité consiste justement à partager toutes ces tâches dont s'occupe d'habitude la femme. La coéducation, c'est éduquer dans l'égalité. Les études traditionnelles disent que on accepte plus qu'une fille ne soit pas bonne en maths ou qu'un garçon ne soit pas bon en langue. C'est ce que c'est ce que fait le corps enseignant de façon préméditée. Non, c'est une question de culture. C'est une culture que nous avons enracinée dans notre cerveau. La coéducation consiste à rompre avec tous ces stéréotypes et donc de considérer les filles et les garçons au même niveau. Bien, tout cela, c'est la coéducation, ne pas réserver des espaces aux garçons ou aux filles dans la cour de récréation, etc. Donc, il s'agit de traiter de la même façon les garçons et les filles. Voilà la coéducation. La conciliation. Bon, là, ça concerne un peu plus l'égalité formelle. Alors, les entreprises devraient favoriser la conciliation familiale ou la conciliation personnelle et professionnelle. Voilà, cela peut se faire à travers des plans de conciliation qui sont liés au programme d'égalité. Conciliation entre notre travail, entre notre travail et notre vie professionnelle, la coéducation au niveau de l'école et la co-responsabilité au niveau du ménage. Alors, voyons la deuxième vidéo. My name is Dakota and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Muéstrame cómo corre una niña. Throw like a girl. Fight like a girl. Lanza como una niña. What does it mean to you when Montre-moi comment danserait une fille, comment lancerait un garçon. Fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really. It's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. La traduction en français? So when they're in that S'il vous plaît. vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them? C'est-à-dire que là, on demandait
de danser ou de courir ou de lancer comme un garçon. Et on demandait aux adolescents, là, si on disait à un garçon, tu cours comme une fille, si c'était offensif ou pas. Et quand quelqu'un dit, tu lances comme une fille, c'est parce qu'il croit que les personnes fortes, enfin, que les garçons sont forts. Enfin, là, Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl, c'est que je n'ai pas la traduction en espagnol. Bon. Está- you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning. Si je fais les choses comme une fille, je me réveille le matin comme si j'étais une fille. Et donc, je devrais avoir honte. Si on te demande si tu cours comme une fille, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je courrais comme je cours. Il faut encourager la confiance en soi. Parce que courir comme une fille, c'est un peu offensif. Enfin, c'est ça ce que nous dit notre culture. Bueno, hemos visto que Alors, nous avons vu que les filles, les adolescents, enfin là, elles avaient 18 ou 20 ans, les jeunes filles, elles ont l'idée que lorsqu'on dit comme une fille, c'est négatif. Les garçons aussi. Et le petit garçon aussi le voit comme quelque chose de négatif. Seules les petites filles, lorsqu'on leur dit courir comme une fille, elles courent comme une petite fille. Alors voilà, jusqu'à un certain âge, nous avons une idée. Lorsque nous grandissons, alors nous voyons que le fait de faire quelque chose comme une fille, ça a une connotation négative. Le garçon, là, il était bien, mais il a été élevé dans une société machiste. Et il a l'idée donc que les filles sont inférieures. Et une façon d'insulter un autre garçon, c'est de lui dire, eh bien, tu cours comme une fille, tu lances comme une fille. Alors, nous passons à la diapo numéro 39. Il y a des images de la vidéo. Voilà. Alors, quel est le principe pour être un agent du changement? L'observation constante, en nous basant sur la connaissance sur le genre, l'universalité de la discrimination de genre et l'universalité du fait que toutes les femmes doivent avoir les mêmes possibilités, les mêmes conditions, éviter la victimisation secondaire en évitant l'utilisation de stéréotypes. Il ne faut pas dire ça t'est arrivé parce que tu étais toute seule, tu n'as pas demandé de l'aide, et si tu n'étais pas si forte, eh bien, tout cela victimise la personne. Il faut donc, en tant que professionnel, nous devons éviter ce genre de phrases. Et enfin, la coopération et la coordination. Nous devons connaître nos limites. Si je suis raciste et je vais à un cours sur la multiculturalité et si je connais cette limite et si je dois travailler, eh bien, je vais demander à un ami, un collègue de m'aider ou d'aller à ma place. Et si je suis machiste et si en ce moment-là, je n'ai pas la capacité de me déconstruire, eh bien voilà, on peut faire appel à une coordinatrice. Alors voilà. Alors, nous attachons l'attention particulière non seulement au machisme, mais au micro-machisme et au néo-machisme, qui sont de nouvelles façons pour soutenir les positions machistes de toujours, mais avec des nouveaux discours et des nouveaux contenus plus subtils.
Alors, quels sont les facteurs qui restent? Bien, sont les facteurs culturels, qui, qui, qui continuent à exister. Au niveau, sont des facteurs culturels, éducatifs, de socialisation, les rôles sexuels stéréotypés, la socialisation différence entre les genres, le fait que nous devons faire ce que la société nous dit, le sexisme, l'utilisation de la violence comme pour résoudre les problèmes, la restriction émotive pour les garçons, à l'exception de la colère, et inculquer la famille, la maternité comme la maternité et la famille comme l'objectif principal d'une femme, de la vie d'une femme. La dernière, alors les facteurs économiques, c'est-à-dire les différences dans le salaire, la ségrégation verticale et horizontale au niveau la dépendance économique, au niveau social, la sensation de solitude, il n'y a pas le manque d'un réseau de soutien, le féminin, c'est une insulte qu'on adresse aux féministes en Espagne. Des gens qui ont du mal à parler de ces questions parce que ces personnes ont peur d'être attaquées, d'être remises en question. Si quelqu'un parle de physique, tout va bien. Mais si on commence à parler de ce genre de thème, eh bien, tu vas te sentir seul. Et puis, il y a les aspects psychologiques, bien entendu. Alors, voilà les piliers de la violence de genre, la violence contre les femmes, qui va au-delà de la violence dans un couple. Et tout ce genre de violence, disons, sont basées sur le machisme. Alors, il manquait plus beaucoup pour finir. Il ne manquait plus que les dernières indications, indications pour les agents du changement. Et je vais vous dire ce qu'on fait dans la Fondation Amigo pour intégrer cette perspective de genre dans les projets en Espagne, les projets en Afrique et en Côte d'Ivoire. Alors voilà une vidéo. Ce sont des personnes célèbres qui répondent à des questions sexistes. Maintenant, les femmes ont déjà un degré d'autonomisation et arrivent mieux à répondre à ce genre de questions. Si tu devais choisir entre le maquillage et ton portable, que choisirais-tu? Alors elle répond, est-ce que c'est vraiment une question grave c'est une question sérieuse pour les femmes? Alors voilà, d'autres personnes célèbres qui répondent, puis d'autres. Nous avons parlé des facteurs qui font en sorte que ce genre d'attitude persiste. Et nous allons parler maintenant de la prévention. Alors la prévention, nous en avons parlé. Eh bien, c'est l'éducation égalitaire, non seulement à l'école, mais aussi au sein de la famille. Éviter les critiques envers les femmes, envers l'égalité formelle, la perspective de genre, le féminisme, surtout lorsque ces critiques se basent sur la non-connaissance. Il faut éviter de minimiser la situation des petites filles, des adolescentes ou des femmes qui nous racontent leurs problèmes. Il ne faut pas dire « Oh, c'est pas si grave que ça » ou « Maintenant, il n'y a plus d'égalité, pourquoi te plains-tu » Non, il ne faut pas dire toutes ces choses. Il faut parler de l'éducation aussi des garçons et des hommes.
une éducation qui soit différente à l'éducation établie. Dans la vidéo, vous avez vu ce petit garçon qui considérait le fait de courir comme une femme, comme une fille, c'était péjoratif ou une insulte. La prévention à travers la détection des stéréotypes de genre, tels que pour les hommes, l'indépendance, l'agressivité, l'ambition. Les femmes, elles sont douces, attentives, sensibles. Donc, il faut essayer d'éviter ce genre de stéréotypes. La compétition sépare les groupes, donc il faut éviter la compétition. Il ne s'agit pas de mettre les femmes contre les filles ou les filles contre les garçons, mais il faut essayer d'être un groupe homogène qui s'efforce de promouvoir l'égalité, surtout dans les milieux de travail. Donc, il faut fuir cette attitude sexiste. Enfin, la prévention à travers la non-tolérance face à la violence et au machisme. Ça a l'air simple, mais toutes les images que nous voyons sur WhatsApp, toutes les blagues, les commentaires, etc., sont un genre de violence et de machisme. Donc, il faut les identifier et les repousser. Par exemple, un groupe, il est difficile de dire « je ne suis pas d'accord avec le groupe », eh bien, c'est difficile, disons. Donc, et puis enfin, l'intervention. Si nous devons intervenir et si nous avons consolidé les stéréotypes, les comportements discriminatoires sont consolidés, eh bien, il faut faire attention à éviter les contenus sexistes dans ce que nous disons. Et il faut comprendre que la violence physique est l'unique, est la seule violence qui laisse des signes visibles. Et donc, il faut faire attention aux autres types de violences. Il faut éviter de victimiser. Et il est vrai que nous devons respecter les processus parce que si nous entrons de façon très brusque, il sera difficile d'aider la personne minimiser. Et donc, il faut respecter les processus de l'enfant ou de la femme. Il faut minimiser les risques et promouvoir les facteurs de protection, la coordination, la coopération pour favoriser le soutien psychologique, légal et juridique et social. Il faut impliquer les familles aussi dans l'intervention. Non, ne pas impliquer seulement les mères, mais la famille tout entière. Lorsque nous devons appeler la famille, inconsciemment, nous voulons parler avec la mère. Ou si nous devons faire une évaluation, nous appelons la mère. Et bon, il faut en être consciente. Il faut appeler également le père. Donc, il faut susciter cette réflexion avec des activités visant à l'égalité, inclure tout le réseau d'appui pour minimiser le machisme et identifier les attitudes machistes et les corriger. Bueno, ¿por qué os pongo este vídeo para hacer? Alors, pourquoi je vous ai fait voir cette vidéo pour conclure la partie sur les agents du changement? C'est parce qu'il faut impliquer la population. Il est plus important d'impliquer la population dans les actions plutôt que d'aller tout simplement parler. Bien sûr, il faut parler, il faut organiser des conférences, des cours, mais ce qui est plus efficace, c'est
d'impliquer les personnes avec lesquelles nous travaillons pour qu'elles fassent partie de ce processus de réflexion et de transmission au reste des personnes. Là, je vais vous raconter ce que nous faisons au niveau de la Fondation en ce qui concerne la question de genre. J'avais une vidéo de présentation de projet. Si vous voulez, je vous l'ai fait voir. Une autre vidéo pour la réflexion. Mais je vais passer directement à vous raconter ce que nous faisons dans la Fondation. Il y a un comité d'égalité dont je suis membre depuis 4 ans. Et la création d'un comité d'égalité suppose que les actions soient centralisées. D'abord, avant, il y avait plusieurs actions visant à l'égalité, mais c'était décentralisé. Là, ces actions sont centralisées, il y a un suivi, etc. Et pour définir des plans, les mesures qui sont prises, nous suivons 2 pas, c'est-à-dire un diagnostic, une évaluation des discriminations. Et sur la base de cela, nous prenons les mesures nécessaires et il y a un suivi. Et on fait un suivi des progrès, du développement. On identifie les points faibles, les points forts. On fait un nouveau diagnostic. Et on fait des plans contre la violence de genre, les plans des programmes d'égalité et toutes les activités nous incluons toutes ces questions dans nos projets. Alors voilà un projet auquel nous sommes en train de travailler. Les familles présentent, par exemple, un problème de violence et on fait un projet. Là, vous nous voyez notre façon de travailler, le travail en équipe, un travail multidisciplinaire, un psychologue, un éducateur. C'est un travail en équipe et puis un travail en groupe. Et nous travaillons individuellement avec les enfants et leurs parents. Nous travaillons en groupe en créant des groupes d'adolescents, des groupes de familles. Et il y a une école, un projet, le travail en groupe est un pilier important, aussi important que le travail individuel. Et nous travaillons transversalement sur 2 aspects, la formation et les capacités de travail. Lorsque on intègre la perspective de genre dans ta vie, eh bien, dans la première entrevue, donc tu appelleras pas seulement la mère, mais tu appelleras le père aussi. Et nous avons des actions également qui s'adressent de façon spécifique à la question au genre. Alors, le projet en Afrique, en Côte d'Ivoire, nous avons un projet qui s'adresse aux garçons. Nous avons le centre Sagal pour les filles, alors qui s'adresse aux adolescentes et jeunes entre 16 et 25 ans qui sont à risque d'exclusion ou parce qu'elles ont eu des enfants très jeunes, elles n'ont pas de travail, elles vivent dans une situation de rue ou qui sont dans une situation d'exclusion sociale. Et donc, on les encourage à la formation. Mais on va au-delà de la formation dans ce centre. Les objectifs. Bien compléter l'éducation en impliquant les parents dans les écoles de famille. En Espagne, nous le faisons de façon plus régulière, 1 fois par mois, aider les jeunes à exprimer son projet de vie, et réaliser son projet de vie. On a commencé avec des cours qui sont traditionnellement féminins comme les cours de cuisine, mais par la suite, on a ajouté des cours d'électricité, des cours concernant l'électricité et l'énergie renouvelable. Alors, l'inclusion de la perspective de genre
Eh bien, c'est pour connaître la réalité des filles. Quelles sont les réalités, les conditions de vie? Elles doivent s'occuper de leurs enfants, elles font du commerce ambulant et elles n'ont pas beaucoup de temps pour la formation. Donc, nous nous adaptons à cette réalité pour faire en sorte qu'elles puissent participer à ces cours. Parce que si nous sommes rigides et nous disons que le cours de lundi à vendredi de 9 h à 3 h, eh bien, la plupart d'entre elles ne pourra pas assister au cours puisqu'elles ont bien d'autres activités dont elles s'occupent. Donc, et elles ont également des difficultés qui leur empêchent d'avoir accès, à l'égalité de chances, puisqu'elles doivent s'occuper des enfants, etc. Alors, la méthodologie que nous utilisons, encadrement, formation et suivi après la formation, en encourageant la participation des parents. Après la formation, nous organisons des réunions, nous organisons des activités concrètes et des cours de formation à la question de genre. Et puis, les services d'accompagnement en Espagne et en Afrique, nous avons intégré la perspective de genre à cette formation, à cette sensibilisation, avec cette inclusion, en impliquant la famille, l'ensemble de la famille et avec le réseau de soutien social et en tenant compte des difficultés concrètes des filles en Afrique surtout parce que en Espagne, disons, il y a moins de difficultés. Mais si nous ne tenons pas compte de tous ces facteurs, il n'y aura jamais d'égalité de chances. Nous passons à la dernière diapo. Eh bien, si vous avez besoin de quelque chose, là, vous avez mon adresse mail. Merci de votre attention. Et donc, nous passons maintenant aux questions. Merci pour cette présentation et cette excellente présentation. Je crois que le travail avec les filles et avec les garçons est très important au niveau de nos institutions et en vue du changement culturel. Alors, au-delà de l'approche de genre, nous avons fait un travail de réflexion qui consiste, disons, en l'analyse de genre. Tout le mouvement femmes et la théorie féministe a critiqué la culture masculine. Et ce que nous appelons machisme, eh bien, nous trouvons aujourd'hui dans notre société des attitudes contraires, c'est-à-dire des attitudes féministes. Et maintenant, nous observons dans des attitudes, des pratiques féministes qui ne correspondent pas aux valeurs qui sont promues par le féminisme. Ce n'est pas le féminisme, c'est le embrisme, c'est-à-dire nous trouvons aussi des femmes qui prennent des attitudes guerrières, violentes. Il y a beaucoup de violence dans la famille liée aux femmes également. Donc, la question est de savoir que peut-on faire pour faire en sorte que cette question, que cette réflexion se fasse également au niveau des femmes. Nous voyons un changement et une transition de la culture patriarcale à la culture matriarcale. Donc, il faut essayer de comprendre ce que veut dire être femme dans cette société en transformation. Et qu'arrive-t-il en ce qui concerne les conflits entre les femmes? Cette révolution silencieuse elle est touchée, disons, la femme. Au niveau des institutions, il n'y a pas beaucoup de solidarité.
Alors, que peut-on faire concrètement pour, disons, affronter ces aspects? Alors, tu as parlé de beaucoup de questions, le machisme. Nous, les femmes, nous sommes machistes aussi. Nous avons été élevés dans le machisme. Les comportements machistes, parfois, nous l'avons vraiment enraciné en nous. Nous avons quelques pensées machistes. Tu as parlé des nouvelles transformations, des nouveaux changements du machisme pour se consolider dans la société. Et on a créé le mot embrismo parce que au niveau social, il n'y a pas de, au niveau social, disons, ce embrisme, ce féminisme, ce nouveau féminisme, disons, cette attitude machiste de la part des femmes, disons, n'est pas une attitude culturelle, mais c'est une attitude personnelle. Donc, ce phénomène a été inculqué mais les femmes, je crois qu'elles sont peu nombreuses, les femmes qui veulent faire preuve de pouvoir et qui ont recours à la violence. Mais c'est vrai qu'on observe ce phénomène chez les femmes. Eh bien, je crois qu'un point de la formation consistera à mettre en valeur ce qu'ont fait les femmes. Et parfois, lorsqu'on fait une collecte de fonds, on a l'impression que la boîte dans laquelle on collecte est plus importante que ce qu'on collecte. C'est-à-dire qu'il faut mettre la juste valeur aux choses. Et là, on en revient, disons, à la socialisation du garçon. Et le fait de prendre soin de ta maison, de prendre soin de ta famille, bien, est important. Mais il ne faut plus penser que ce qui nous est attribué, qui est attribué aux femmes dans la tradition est péjoratif ou est moins important. Dans la Real Academia, dans le dictionnaire de la Real Academia Española, on a inclus cette nouvelle terminologie. La compétition entre les groupes n'est pas seulement la compétition entre l'homme et la femme, c'est aussi une compétition entre les femmes elles-mêmes. Et si je suis une femme qui a un certain niveau académique, par exemple, je vais être en compétition avec les femmes qui n'ont pas de titre. Eh bien, il faut faire en sorte que les gens collaborent sans faire appel à la violence. Voilà, ce genre de compétition. Bien sûr, c'est un processus long et progressif. Et il y a aussi, par exemple, des phénomènes tels que le féminisme africain qui est très peu connu en Occident, les mouvements en Amérique du Sud qui sont très forts. Et bien sûr, il faut éviter la violence. On a tendance à penser que la violence est une caractéristique de l'homme. Alors non, ce n'est pas vrai. Les femmes aussi peuvent être violentes, mais bon, c'est ce nouveau phénomène. Oui, j'ai vraiment aimé la présentation et je voudrais me rassurer que ça se passe aussi comme pour les autres communautés. Nous, on est à l'est de la RDC, ou avec des séquelles de guerre, avec les situations de masculinité atroces. Il y a eu vraiment beaucoup de situations liées à l'inégalité de genre. Et les scénarios qui ont été présentés ici avec les vidéos, ça retrace effectivement les contextes dans lesquels nous travaillons. Et surtout pour un projet que nous sommes en train de mettre en œuvre sous l'appui du Bureau international catholique de l'enfance, qui travaille effectivement pour le soutien des filles victimes de violences. On retrouve autant de divisions, autant des inégalités dans les écoles,
dans les communautés soutenues par les normes sociales et pratiques rétrogrades. Et bien sûr que nous avons attaqué la question sur comment faire face aux normes sociales et aux masculinités atroces, notamment pour les jeunes filles et les jeunes garçons qui développent des attitudes agressives et surtout des hommes qui développent des attitudes qui sont contraires au respect de l'égalité des genres. Et il est vrai que la question, nous l'avons pris dans des dimensions vraiment évolutives et travailler avec la famille et toutes les personnes, l'environnement autour des filles. Alors, je voudrais comprendre un peu comment peut-être capter comment les autres communautés, les autres acteurs attaquent ou bien travaillent sur la masculinité. Et pour moi, c'est vraiment un cas de change, comment nous pouvons travailler, nous pouvons vraiment réfléchir quelles sont les approches pour travailler sur les masculinités dans le cadre de la prévention et surtout attaquer les normes sociales et pratiques et culturelles, surtout les coutumes qui laissent vraiment, qui favorisent l'inégalité et surtout les violences basées sur les genres. Nous avons des avancées à notre niveau, mais on aimerait aussi comprendre qu'est-ce que les autres font pour essayer de voir comment nous pouvons vraiment apprendre de leurs pratiques et faire asseoir nos interventions, surtout dans les contextes dans lesquels nous travaillons. Merci beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas facile. On a fait des progrès, comme tu l'as dit, mais concrètement, que peut-on faire? Eh bien, à mon avis, n'importe quel éducateur ou psychologue, tous les psychologues éducateurs savent que nous sommes un exemple réel, que nous pouvons transmettre un message. Je travaille dans le comité d'égalité et arrive une fille et je fais un commentaire machiste ou un garçon entre et je le gronde parce qu'il est agressif. Non, tout cela ne sert à rien parce que ce qu'ils voient, ce n'est pas ce qu'ils entendent. Nous sommes des formateurs de psychologues, des formateurs sociaux et nous travaillons parce que nous sommes convaincus que le racisme, que le machisme, que l'homophobie sont mauvaises. Eh bien, si nous sommes convaincus de cela, nous allons transmettre notre conviction. Donc, nous devons être cohérents entre ce que nous faisons et ce que nous disons. Et nous sommes habitués, depuis que nous sommes petits, que nous devons, on nous dit toujours que nous devons nous protéger, que nous devons faire attention, que nous ne devons pas nous promener toutes seules. Les garçons, au contraire, ne reçoivent pas le message complémentaire. On ne dit jamais aux garçons, ne sois pas agressif, ne parle pas aux filles que tu ne connais pas, ne les contrôle pas, etc. Ne sois pas agressif envers les filles. Nous, les filles, nous sommes éduqués à nous protéger. Mais de l'autre côté, on n'éduque pas les garçons à ne pas être agressifs. Parce que, bien sûr, il y a des situations de conflit, comme tu disais, de guerre, mais au-delà de ce genre de situation, les sociétés acceptent un niveau symbolique de violence. Les gens s'insultent, les gens se crient dessus. Dans les matchs de football, il y a beaucoup de violence. Au Congrès, au Parlement, les hommes politiques s'agressent. On dirait qu'on a perdu le respect des autres. Alors, c'est un niveau symbolique de violence que nous avons accepté, que nous risquons de transmettre aux jeunes. Ce que nous devons faire, c'est parler de la violence. Il faut éduquer à la non-violence. Il faut éduquer les filles et les garçons en même temps. Et puis, du point de vue pratique, du point de vue technique, il faut, disons, prévoir des activités pour les faire où on peut impliquer les garçons et les filles à la fois. Parce que d'habitude, il y a des activités qui sont un peu séparées pour les garçons et pour les filles. Alors, il faut prévoir des activités où puissent participer aussi bien les garçons que les filles en groupe.
tous les ans, la fondation organisait un match de football. Et il n'y avait que des garçons qui participaient. Les filles me disaient, mais Irène, nous ne savons pas jouer au football. Ben, peu importe, on va s'amuser quand même. Et c'est ainsi qu'a été créée la première équipe mixte il y a 8 ou 9 ans. Aujourd'hui, nous avons 2 équipes mixtes. Donc, c'est déjà un pas en avant. Mais nous avons déjà fait ça. Et il y a des femmes quand même qui jouent très bien au football. Lorsque Villaverde Base est l'équipe féminine qui a gagné, et il s'agissait d'une équipe de basket ou de volley. Mais les femmes jouaient, cette fille, elle jouait très bien. Et alors, tout le monde l'a agressée parce qu'elle jouait mieux qu'un garçon. Bon, mais voilà. Voilà, ce sont des mesures que nous pouvons prendre. Mais donc, créer surtout des activités où les filles et les garçons puissent coopérer, puissent jouer ensemble et puissent gérer un processus ensemble. Eh bien, je crois que cela aide beaucoup à atteindre l'égalité. Sou Maria Luísa, falo do Je Brasil. suis Maria Luisa, je parle brésilien. La religion, non, est un facteur qui contribue et, disons, favorise la violence de genre. Je vous invite à lire le livre de Juan José Tamayo, qui était un théologien. Je l'ai étudié, Jesus Piñeiro également. Jesus Piñeiro qui parle plutôt du christianisme. Mais oui, les religions sont un facteur de protection et qui disent qu'il faut éviter la violence. Mais il est vrai que les institutions, pas la foi, mais les institutions religieuses favorisent toujours l'homme au pouvoir. Donc, c'est un facteur qui continue, qui permet de continuer cette violence. La religion parle toujours de l'autre, mais cela dépend de religion. Il y a des religions qui ont des piliers très rigides depuis 2000 ans. Il y a d'autres religions, au contraire, qui ont évolué vers des formes plus égalitaires. Mais le christianisme était égalitaire. Et il s'est ensuite transformé. Et la religion ne peut pas vivre en dehors ne peut pas ignorer les transformations sociales. Mais en tant qu'institution, bien oui, la religion a, disons, encouragé cette inégalité. Il y a des religions qui sont nées égalitaires, qui ont évolué. Je m'appelle Valeria, je suis partie en Maris de la province Cruz del Sur, de la province d'Argentine. Alors, je voudrais faire une question par rapport au terme embrismo. Je ne connaissais pas et je crois que c'est un terme qui renforce certaines idées qui, disons, rejoignent le féminisme et le machisme. Donc, je voudrais quelques éclaircissements à ce propos. Et puis, je voudrais demander comment on peut introduire dans cette approche que nous a présentée Irène, l'idée d'identité de genre et de diversité de genre, et la transphobie, l'homophobie, comme des aspects de la violence de genre, ou est-ce que faut-il les considérer comme une approche? Aimé Adji du Bureau national catholique de l'enfance RDC à partir de Kinshasa. Et merci beaucoup Irénée pour l'intervention combien vraiment cruciale pour nous. L'approche genre nous invite à nous déconstruire. Et je suis en train de me poser la question,
jusqu'où allons-nous déconstruire? Parce que nous sommes nés dans cet environnement-là, et je dirais même, il y a même des chansons qui nous hantent parlant du genre. Mais jusqu'où allons-nous nous déconstruire? Et dans mon chat, là, j'ai donné l'exemple des savons. Quand l'habit est trop sale, il faut savoir quel savon utiliser. Parce que si le savon est trop acide, ça risque de déchiqueter l'habit. Nous allons nous déconstruire. Mais jusqu'où? Est-ce que ça ne risque pas de nous préjudicer nous-mêmes? Parce que ça doit commencer par nous, même dans nos familles. Donc, nous devons transformer tous ces processus que nous avons construits, même avant notre naissance. Lorsque un couple attend un bébé, on demande toujours, qu'est-ce que vous voulez? Une petite fille ou un petit garçon? Alors, c'est là que commence tout ce processus. Bien sûr, ce sont des défis et c'est un processus que nous devons entreprendre jour après jour. Donc, c'est un défi énorme. Nous devons apprendre de nouvelles formes pour comprendre ce processus, mais en déconstruisant, en oubliant ce que nous avons appris en même temps. C'est vrai, nous sommes un peu machistes dans notre société. Dans mon pays, en Colombie, c'est-à-dire que dans un autobus, on a l'impression que dans notre culture, seules les femmes sont faibles. Les hommes ne peuvent pas être faibles. Donc, nous avons un grand défi pour justement déconstruire tous ces croyances. Et nous devons comprendre et essayer de comprendre cette nouvelle façon de nous mettre en relation avec le monde, une nouvelle façon de voir et de sentir cette société. Merci, merci encore. Ça a été un plaisir de vous entendre, de vous écouter. Merci. Ok, merci beaucoup. Je suis juste Doumito Adje du BNCE Togo. Bon, moi, ma préoccupation, je trouve vraiment la communication très, très intéressante. Mais la question que je me pose est de savoir si les femmes doivent aller dans tous les secteurs, si on doit avoir l'égalité parfaite, que là où les hommes sont, que les femmes soient également. Est-ce que c'est possible d'aller à l'égalité parfaite? Est-ce que les femmes doivent toujours aller dans tous les secteurs de la vie possible? Il est vrai. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'égalité. Pour l'égalité, oui, mais est-ce qu'on doit aller à l'égalité tout à fait? C'est possible, si on peut aller. Est-ce que c'est possible de permettre à ce que tout le monde puisse aller systématiquement partout, selon les cultures dans lesquelles nous vivons? Est-ce que la culture permet cette, je ne sais pas, réversion totale, quoi? Merci. À tout le monde. La présentation d'Irène était très intéressante. Je l'en remercie. Eh bien, ma question et mon souci est le suivant. Comment pouvons-nous faire en sorte que les pères de famille participent aux ateliers de formation, de co-responsabilité au sein de la famille? Parce que notre communauté, d'habitude, ce sont les femmes, les mères qui jouent ce rôle. Donc, comment faire en sorte que les pères participent à ces cours de co-responsabilité? La situation est difficile aujourd'hui en raison de la pandémie, mais bon, comment peut-on impliquer les pères d'une façon stratégique pour qu'ils suivent justement ces cours de co-responsabilité? Alors, en tout cas, dans le chat, Béatrice avait partagé plusieurs réflexions intéressantes, notamment elle a salué la notion de coéducation sur le fait qu'on ne fasse pas deux blocs séparés et qui font la guerre et que c'est nécessaire de promouvoir la complémentarité.
Et elle a également dit que nous souffrons aussi d'un problème de modèle. Les femmes qui ont porté l'approche genre du départ n'ont pas toujours une bonne image dans la société, ce qui fait qu'elles ont eu de mal à se faire entendre et qu'on observe de plus en plus de petits changements. Voilà, Irénée, maintenant je vous laisse la parole pour répondre à toutes ces questions. Bueno, muchas gracias. Merci. Merci pour vos questions. J'aime bien qu'il y ait des questions parce que ça veut dire que je vous ai transmis quelque chose. Alors, en revenant à la question de Valéria, je ne sais pas s'il avait été traduite, elle m'avait demandé qu'est-ce que l'embrisme. Et c'est un nouvel outil. L'embrisme, la définition, c'est la prépondérance de la femme sur l'homme. Cela n'existe pas, n'existe nulle part, à moins que ce soit au niveau individuel. Mais l'embrisme, disons, n'existe pas au niveau de la société. Donc, alors, c'est comme dire qu'une personne, une blanche sur une personne noire est prépondérante par rapport à une personne d'une autre ethnie. Bon, c'est un phénomène, disons, au niveau individuel. Le féminisme est un mouvement sociopolitique qui vise à l'égalité. Eh bien, le macchine del fango, les machines de la boue de Alberto Eco, eh bien, c'est essayer de perpétrer ce qui existe déjà, même si cela est négatif pour un groupe. Donc, générer ce doute sur le embrisme est un nouveau outil, disons, publicitaire qui n'existe pas au niveau mondial. Ce n'est pas un mouvement mondial. L'identité sexuelle et le genre, oui, il faut abolir le genre parce que ça a été construit. Un homme qui se maquille ou une femme qui qui se met des pantalons ne se convertit pas au sexe opposé. L'idée sexuelle et l'orientation sexuelle, nous le travaillons de façon transversale avec l'éducation aux valeurs. Donc, nous l'avons inclus dans, disons, la perspective de genre, dans l'approche de genre, parce que, par exemple, les homosexuels sont discriminés, ils s'éloignent du pôle masculin, s'approchent du pôle féminin. Donc, là aussi, on travaille aussi là-dessus de façon inclusive. On nous a demandé jusqu'où devons-nous nous déconstruire. Eh bien, cette question est liée à la question sur l'égalité parfaite. Est-ce obligatoire? Est-ce possible? Enfin, toutes ces questions sont liées. Jusqu'où devons-nous nous déconstruire? Eh bien, l'idéal serait de ne pas être machiste, de ne pas être raciste, de ne pas être discriminatoire par rapport aux personnes en situation de handicap. Bon, ça, c'est la situation idéale. La réalité est autre chose, mais nous devons nous déconstruire pour essayer de faire en sorte que l'égalité générale, l'égalité des races, l'égalité en général devienne une réalité dans la plupart des situations et dans le temps. L'égalité parfaite dans tous les secteurs, c'est possible. Non, pas à court terme. Ça, non. Nous devons être conscients qu'il y a un groupe prédominant et plusieurs groupes qui sont, disons, soumis. Et j'en reviens à ce que disait Diane, hein. Une personne en situation de handicap, par exemple, si tu si tu rassembles toutes les discriminations, bien, il y a plusieurs genres de discrimination, la discrimination raciale, les discriminations envers les personnes en situation de handicap, etc. Il y a plusieurs niveaux de discrimination. Mais est-il possible d'atteindre l'égalité parfaite? Bien, d'ici 3000 ans, peut-être oui. À court terme, non. Mais il est possible que en travaillant ensemble, les personnes soient conscientes de cela et que les personnes se fassent portatrices de ce message.
Et moi, personnellement, je peux empêcher des comportements de machisme et ne pas admettre dans ma vie le racisme, le machisme, etc. Arriver à obtenir l'égalité parfaite au niveau mondial, peut-être dans 3000 ans. Je dis 3000 comme ça pour dire, juste pour dire. Peut-être nous allons nous disparaître avant. La race humaine disparaîtra peut-être avant. Une étude disait que dans 100 ans, en Europe, on allait atteindre l'égalité de genre. C'est trop ambitieux. Nous ne sommes pas à ce point-là. En ce qui concerne l'obligation, comme disait aussi Michel, c'est difficile et c'est un peu contre-productif. Si une femme ne veut pas une charge de pouvoir ou de responsabilité, elle ne veut pas, eh bien tant pis, elle ne l'aura pas. Si une femme veut utiliser le voile ou non, si elle veut s'épiler ou pas, enfin, peu importe. Ce qui est important, c'est que la femme ait le choix de faire ou de ne pas faire quelque chose. Non, il ne faut jamais les obliger. En Europe, excusez-moi mon eurocentrisme, mais en Europe, il y a eu beaucoup de partis qui étaient pro-égalité et qui, une fois élus, ils ont nommé 2 ministres hommes. Donc, il est impossible que dans un pays, il n'y ait 12 hommes, pardon. C'est impossible, impensable qu'il n'y ait pas de femmes dans un pays capable d'occuper ces postes. Non, on ne peut pas obliger les femmes à occuper des postes de responsabilité, mais nous devons leur donner l'opportunité. Il faut qu'elles aient une égalité de chance. Et depuis que nous parlons avec le père et la mère, eh bien, nous avons beaucoup amélioré notre l'assistance. Et bien sûr, beaucoup de mères maintenant sont impliquées dans nos activités. Bien sûr, bon, c'est un travail que nous devons faire progressivement ensemble. Nous avons la métaphore des vagues. Une vague entraîne la vague précédente. Et au début, le féminisme demandait les mêmes droits pour les femmes, c'est-à-dire l'éducation et le droit de vote. Puis, peu à peu, d'autres pas ont été faits. Mais c'est une vague entraîne l'autre. Et c'est comme ça qu'il faut agir. Il faut agir progressivement. Et cela est valable pour les inégalités de genre et pour tous les types d'inégalités. Mais nous ne devons pas nous résigner et démordre puisque nous ne pouvons pas l'obtenir maintenant. Bien, tant pis, non. Il faut quand même agir parce que si nous ne l'obtenons pas maintenant, l'égalité parfaite, nous commençons à faire les premiers pas et au niveau individuel, les personnes seront enrichies. Je ne sais pas à quel point nous arriverons à atteindre notre objectif, mais c'est pourquoi je vous disais qu'il est important d'impliquer les pères de famille également dans nos activités. La coéducation, la co-responsabilité et les nouvelles façons de déconstruire ou d'oublier ce qu'on a appris, eh bien, tout cela, ce sont des vrais défis. Et j'aime bien l'exemple du savon, mais le savon est toujours du savon et le savon nettoie toujours. Et aussi l'eau de Javel qui nettoie, mais elle n'est pas indiquée pour les êtres humains. Le savon lave et peut-être que nous devons frotter un peu tous les jours davantage. Donc voilà, ce sont des réflexions intéressantes et tout cela est très utile. Lorsque nous allumons la télé, eh bien, nous allons commencer à analyser les publicités ou les programmes, ce qu'on dit à la radio, on va être plus critique par rapport à ce qui est dit. Tout cela, donc, est utile. Combien de temps cela nous prendra-t-il? Eh bien, on ne le sait pas. J'aimerais bien continuer à parler avec vous
Je vous ai donné mon adresse, mon courriel, si vous voulez me contacter. Pour moi, il ne s'agit pas simplement de mon travail, c'est une conviction. Et donc, c'est un vrai plaisir pour moi de faire ce genre de choses. Donc, merci énormément, Irénée.